Le conflit au Vietnam dans les années 60 et 70 comprenait tous les types de combats, de la guérilla à la guerre blindée, en passant par la puissance aérienne avancée. Les forces américaines avaient pour mission de repousser les insurgés communistes Viet Cong. Certains rôles étaient particulièrement risqués. Aujourd'hui, nous examinons 3 des emplois les plus dangereux pendant la guerre, impliquant l'armée, la marine et l'armée de l'air américaine. Bienvenue aux guerres du monde. Insuffisant, forçant le commandement des bombardiers de la RAF à recourir à des opérations nocturnes pour se protéger. Car de 1940 jusqu'à l'arrivée des forces américaines en 1942, ils étaient la seule force à porter la guerre directement au seuil de Hitler. Mais ensuite, bien sûr, il y avait les chasseurs de nuit, équipés de radars, chassant les bombardiers britanniques à travers l'obscurité. Cependant, les Britanniques n'étaient pas impuissants. Pour les bombardiers, la position la plus importante dans la lutte contre les chasseurs de nuit était probablement celle du mitrailleur de queue. Assis seul à l'arrière de l'avion, les Charlie de queue, comme on les appelait, avaient une vue imprenable sur le monde derrière l'avion, la direction d'où les chasseurs de nuit étaient le plus susceptibles d'attaquer. Les mitrailleurs de queue étaient la première ligne de défense, mais aussi les plus vulnérables à l'arrière de l'avion, directement dans la ligne de tir ennemie. Comme dans toute arène historique, il y a ceux qui excellent dans leur rôle. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner la carrière militaire de l'un des mitrailleurs de queue les plus mortels de la RAF, Tom McLean. Bienvenue à Guerre du monde. Tom McLean est né le 22 janvier 1922 à Paisley, en Écosse, et avait 17 ans lorsque la guerre a de nouveau éclaté en Europe. Après son 18e anniversaire en 1940, le robuste Écossais était impatient de faire sa part et a rejoint la RAF, où il s'est formé en tant que mitrailleur au sol, protégeant les aérodromes des avions allemands maraudeurs alors que la bataille d'Angleterre battait son plein. Démontrant son esprit de combat, il s'est également forgé une réputation de boxeur passionné et redoutable, représentant la RAF dans plusieurs matchs entre ses devoirs en première ligne. McLean a vite démontré son aptitude à manier une mitrailleuse, mais était frustré par le manque d'action. Jusqu'à présent. Il a donc sollicité son officier commandant pour être affecté à un escadron de bombardiers en première ligne comme mitrailleur, une demande acceptée. Après s'être reconverti dans son nouveau rôle de mitrailleur de queue, McLean a été affecté au 102e escadron, qui avait récemment échangé leur bombardier Whitley à 2 moteurs obsolètes contre le nouveau Halifax à 4 moteurs. Le 28 août 1942, McLean a décollé dans un Halifax pour sa toute première mission et a fait l'impensable. Il a abattu son premier chasseur ennemi, en l'occurrence un Messerschmitt Bf 109, qui soutenait la campagne de chasseurs de nuit. Cependant, ce ne serait que le début d'une carrière de guerre étonnante. Il n'était qu'à mi-chemin de sa tournée de service lorsqu'il a fait quelque chose d'encore plus remarquable la nuit du 6 décembre 1942 lorsque le 102e escadron a été chargé de raids sur la ville industrielle allemande de Mannheim. En route vers la zone cible, le Halifax de McLean a été attaqué par un chasseur de nuit équipé de radars Luftwaffe Ju-88 qui a ouvert le feu sur le bombardier britannique à une distance de 600 yards. McLean a demandé au pilote d'initier des manœuvres d'évasion, tandis que lui et le mitrailleur de milieu haut ont ouvert le feu sur le chasseur allemand attaquant. McLean se souvient avoir donné à l'avion allemand une rafale de 5 secondes de ses mitrailleuses, qui a frappé le chasseur allemand sur son moteur de port, qui a immédiatement éclaté en flammes avant que l'avion n'entre dans une plongée mortelle. Toutefois, pas de temps pour fêter, car le Ju-88 faisait partie d'une formation vectée pour intercepter le raid britannique. Peu de temps après leur victoire, McLean et son équipage se sont retrouvés sous une attaque coordonnée de 2 autres Ju-88. Sous la direction de McLean, le pilote a de nouveau pris des mesures d'évasion, tandis que lui et le mitrailleur du milieu haut ont de nouveau lutté pour les repousser. Une rafale de tirs précis a envoyé un 2e Ju-88 en flammes du ciel, tout en endommageant le 3e, le forçant à interrompre sa poursuite du Halifax, permettant à McLean et à son équipage de se diriger vers les cibles et de déchaîner leurs charges mortelles sur la ville. Ayant abattu 2 chasseurs de nuit de la Luftwaffe lors d'une seule opération,
McLean et le mitrailleur du milieu haut du Halifax ont été décorés de médailles de vol distinguées, mais bien que célébrés, McLean a remarqué que plusieurs officiers de l'escadron pensaient qu'il ne devrait pas laisser l'exploit et la récompense lui monter à la tête. Il a remarqué que plusieurs pensaient qu'un simple sergent ne devrait pas recevoir la médaille, peu importe l'acte méritoire, et a ressenti un effort coordonné de la part d'officiers pour lui faire comprendre sa position. Cela a évidemment laissé à McLean un goût amer de la vie de l'escadron. Alors qu'il approchait de la fin de sa tournée avec le 102e escadron dans la nuit du 16 février 1943, son Halifax survolait l'Orient en France lorsque 2 Messerschmitt Bf-110 errants ont été dirigés pour attaquer. Repéré par McLean, il a ouvert le feu sur la paire de chasseurs lourds à 2 moteurs et a réussi à en abattre un avant de cribler le second de balle, bien qu'il ne l'ait pas vu descendre. En rapportant la rencontre, on lui a attribué une autre victoire confirmée et une probable. Cependant, les renseignements ont plus tard confirmé le crash de 2 chasseurs de nuit allemands à proximité de son avion, et donc, pour la 2e fois, McLean avait utilisé ses canons pour abattre 2 avions ennemis en une seule nuit. En avril 1943, il a effectué sa dernière mission opérationnelle avec le 102e escadron et a été réaffecté en tant qu'instructeur de tir, transmettant ses connaissances et son expérience aux nouvelles recrues et les inspirant avec l'histoire de ses succès. Avec 5 victoires à son actif, s'il avait été pilote de chasse, il aurait été qualifié d'as. Toutefois, McLean a traversé une période sombre, frustré par son nouveau rôle qu'il considérait comme un gâchis de son talent. Cela n'a fait qu'empirer lorsqu'il a été transféré au commandement côtier de la RAF pour former des artilleurs en maritime, avions de patrouille, ce qui l'a parfois amené à trouver une place non officielle sur les patrouilles, dans l'espoir de voir plus d'action. Ces patrouilles ont ensuite été omises de son carnet de bord. Avec son moral en baisse, McLean a plus tard admis avoir envisagé la désertion jusqu'à ce qu'on lui propose de rejoindre le 617e escadron, les célèbres Dambusters. Bien que l'escadron ait été formé dans le but express d'effectuer les raids désormais légendaires, dans les nuits du 16 mai 1943, il avait, depuis lors, entrepris une variété de rôles et de missions spécialisées, principalement parmi lesquelles la livraison de la bombe Tallboy de 12 000 livres, connue de manière plutôt appropriée sous le nom de bombe sismique. Conçue par Barnes Wallace, qui avait imaginé le raid original sur les barrages, les bombes étaient transportées par des Lancaster spécialisés et étaient conçues pour percer la terre et détonner sous terre près de la cible, créant des ondes de choc qui pouvaient faire s'effondrer des bâtiments ou des ponts. Pour les commandants au sommet de la RAF, non. Le 617e escadron était une unité d'élite composée des meilleurs et des plus courageux du Bomber Command, sans cibles trop dangereuses ou difficiles à atteindre. Cependant, pour la plupart des membres de la Bomber Command, il était considéré comme une unité suicidaire. En arrivant dans l'escadron, McLean a trouvé une atmosphère différente de celle qu'il avait vécue avec le 102e escadron qui était mieux adaptée à sa personnalité. La nature spécialisée des opérations du 617 signifiait qu'une grande partie des expérimentations étaient réalisées par les hommes qui effectuaient réellement les missions et cela lui a permis d'adapter ses chargements de munitions à ce qu'il estimait être le plus efficace. Généralement, les munitions d'armes combinaient balles, traçantes, incendiaires et perforantes. Cependant, il estimait que les balles et les munitions incendiaires étaient généralement inefficaces, et donc un gaspillage d'un coup sur un. Il a donc limité ses munitions à des balles perforantes et des traceurs, ce qui a aidé à viser les cibles avec les armes. Il croyait aussi que les traceurs supplémentaires mettraient la peur de Dieu dans un pilote allemand de chasseurs nocturnes qui attaque, qui pourrait voir la puissance de feu envoyée dans sa direction. Le soir du 15 mars 1944, McLean occupait la position de mitrailleur de queue d'un Lancaster, piloté par l'officier de vol Bill Duffy, leur cible étant une usine de moteurs d'avion près de Metz, dans le nord-est de la France. McLean et Duffy avaient développé une excellente relation de travail l'un avec l'autre, et s'étaient beaucoup entraînés à coordonner les actions défensives avant de commencer les opérations. Le Lancaster était à moins de 20 minutes de la cible lorsque, à la grande consternation de l'équipage, ils ont reçu le signal d'abandon en raison d'un épais nuage qui la masquait de la vue. Et donc, Duffy a fait demi-tour avec l'avion et a repris le chemin du retour. Sur le trajet du retour, les nuages se sont dissipés et le Lancaster volait maintenant dans un ciel clair et étoilé. Idéal en temps de paix, mais un véritable danger lorsqu'on est poursuivi par des pilotes de chasseurs nocturnes allemands aux yeux perçants.
Le premier signe de problème est venu de Monica, le radar d'avertissement de queue du Lancaster, qui a détecté un objet derrière eux sur leur côté bâbord, à une distance de juste un peu plus d'1 kilomètre. Forçant ses yeux dans la lumière des étoiles, McLean a distingué un avion à 4 moteurs et s'est légèrement détendu, sachant que c'était un autre des Lancaster de retour. Toutefois, il a constaté qu'il gagnait du terrain sur eux. Il a alors réalisé son erreur. Ce n'était pas un Lancaster à 4 moteurs, mais 2 chasseurs de nuit BF-10 à 2 moteurs en formation serrée. Il a alerté Duffy et lui a conseillé de se préparer à effectuer une manœuvre en tire-bouchon conçue pour secouer un chasseur attaquant et donner au mitrailleur de queue une meilleure chance de frapper en premier. Surnom du Lancaster a aussi été désactivé, sachant que les chasseurs de nuit allemands utilisaient ces ondes radio pour cibler les bombardiers britanniques. C'est alors que McLean allait donner l'ordre à Duffy de faire un tire-bouchon vers le port que l'équipage du Lancaster a aperçu quelque chose d'étrange. Un chasseur solitaire à moteur unique volait à la hauteur de leur position, à environ 450 mètres de distance avec ses feux de navigation brillant dans la nuit, affichant sa position, chose qu'aucun avion ne devrait faire la nuit dans un ciel en guerre. Ils l'ont rapidement identifié comme un BF-109, mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'il faisait là, l'un des BF-110 a attaqué le Lancaster. McLean a ordonné à Duffy de démarrer le tire-bouchon. Se sachant repéré, le pilote du BF-110 a tiré sur le Lancaster en retrait, atteignant le fuselage sans toucher de section vitale, mais blessant la main de McLean. Le pilote du BF-110, ayant perdu sa cible, s'est éloigné, a cherché le Lancaster de McLean et Duffy. L'ayant retrouvé, il attaque alors une deuxième fois, mais une fois de plus, l'équipage du bombardier bien entraîné réussit à éviter le pire de l'attaque, l'ingénieur de vol réduisant les gaz sur les 4 moteurs Rolls-Royce Merlin, amenant le BF-110 à portée des canons de McLean. McLean a réussi à cribler le moteur bâbord de l'Allemand de balles perforantes, le faisant disparaître dans le vide de la nuit. Il ne restait plus que le deuxième BF-110 et le 109. Le deuxième BF-110 a effectué une attaque en courbe depuis l'arrière et en dessous du Lancaster. Mais alors que Duffy effectuait une autre manœuvre en tire-bouchon violente, le BF-110 s'est retrouvé à monter au-dessus du bombardier, permettant à McLean et à Red Evans, le mitrailleur de la tourelle supérieure médiane, de le mitrailler de balles, le faisant commencer à descendre, traînant le feu comme une comète. Il ne restait plus que le BF-109 qui avait maintenant éteint ses feux de navigation et se préparait à attaquer, mais juste à ce moment-là, l'équipage du Lancaster a repéré un autre chasseur allemand, un troisième BF-110, se rapprochant de leur position. Il devait sembler à ce moment-là que toute la Luftwaffe était précieuse. Dans le cockpit, Duffy a repéré un nuage Halloween et a immédiatement plongé vers lui, le monomoteur Sentinel et le bimoteur Saint-Dix à sa poursuite. N'importe quelle couverture était préférable, alors qu'ils craignaient que leur chance ne s'épuise bientôt, mais avant d'atteindre le nuage, le troisième 110 a lancé son attaque. McLean a demandé à Duffy de faire un tire-bouchon à tribord et l'ingénieur de vol a de nouveau réduit la puissance pour forcer l'avion allemand à dépasser. Pour la troisième fois, la superbe coordination parmi l'équipage les a vus surpasser le chasseur ennemi et les canons de McLean ont revendiqué une victime de plus. Le BF-110 a été touché à bout portant, envoyant des morceaux de l'avion tomber et le feu subséquent, donnant le nuage une lueur orange et rouge. C'était maintenant le tour du 109. Attaquant depuis le dessus du Lancaster, McLean ne pouvait pas diriger ses canons, laissant le travail à Red Evans pour le repousser. Evans a ouvert le feu sur le chasseur alors qu'il attaquait, le touchant plusieurs fois avant qu'il ne disparaisse sous le bombardier et ne soit plus jamais vu, permettant au Lancaster de rentrer chez lui. Rapportant les combats incroyables, McLean et Evans ont convenu de revendiquer 2 confirmés car ils les avaient vus descendre, laissant derrière eux un feu improbable et un 109 endommagé. Cependant, il a été découvert plus tard qu'ils avaient effectivement abattu 3 chasseurs BF-110 cette nuit-là. Le rôle que le 109 solitaire a joué a été laissé ouvert au débat depuis lors. Certains ont spéculé que le 109 tentait de distraire l'équipage du Lancaster en affichant son éclairage de navigation afin de permettre au 110 de s'approcher discrètement de leur proie. Si c'était le cas, alors il a clairement échoué. D'autres ont suggéré que l'avion effectuait un vol de transit nocturne entre les bases et qu'un pilote inexpérimenté a oublié d'éteindre ses feux de navigation et est simplement tombé sur l'attaque du Lancaster. McLean a reçu la croix de vol distinguée pour ses actions cette nuit-là et a été promu officier de mandat,
et après un bref séjour à l'hôpital, il a continué à voler avec les Dam Busters. Initialement, il a été crédité de 7 tués, confirmés, et 2 probables, mais ces probables ont depuis été revalorisés, lui donnant un total de 9 victoires, ce qui fait de lui l'un des artilleurs les plus performants de la RAF. Après la guerre, comme tant d'autres, il est retourné à la vie civile, mais a eu du mal à s'adapter, et a donc rejoint la RAF en 1946, avant de la quitter définitivement en 1955 pour devenir barbier puis gardien, tout en se consacrant à sa passion pour la peinture et la photographie. Il est décédé le 20 juillet 2011 à l'âge de 88 ans.